Bonjour, mon nom est Marie Grégoire. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler campagne électorale au féminin. Vraiment, pour moi, parler de campagne électorale, c'est comme pour certains parler de Coupe Stanley. C'est quelque chose qui me rend heureuse parce que je pense que c'est en même temps le temps pour des gens de faire valoir leur point de vue, mais c'est aussi le temps d'aller à la rencontre des électeurs. Et on va parler de ça en le composant au féminin. Est-ce qu'il y a des façons différentes de faire la politique terrain, de faire les campagnes électorales quand on est une femme? Est-ce qu'on prend de l'expérience ou est-ce qu'on apprend chaque fois? Puis on va parler évidemment du contexte de la COVID avec lequel on doit composer ces jours-ci. Et je suis contente d'être là avec des représentantes de l'Union des municipalités du Québec qui rendent cet événement possible avec le gouvernement du Québec suite à une entente, mais aussi grâce au partenaire BEL, qui est le partenaire de l'Union des municipalités du Québec. Évidemment, ça fait plusieurs années, c'est pas d'aujourd'hui que l'Union des municipalités du Québec s'intéresse à la question de la politique au féminin. Plusieurs initiatives ont été mises de l'avant. On se souvient, par exemple, évidemment, en 2017, le programme « Ça prend des femmes comme vous » qui a permis à des femmes, justement, de mettre leur face sur le poteau, comme on dit en bon québécois. Il y a aussi la première politique d'égalité de l'UMQ et une bande dessinée. Donc, Lucie se lance en politique. Donc, ça veut dire qu'on ne ménage pas les efforts à l'UMQ pour s'assurer qu'on atteigne une parité éventuellement, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau des conseillères municipales. La campagne d'Elle a élu, elle a été lancée le 9 mars dernier. Je ne sais pas si ça vous sonne des cloches, là. Mars. Quand on lançait quelque chose en mars, bien finalement, ça finissait par être annulé. On le sait ce que c'est, le Québec s'est mis sur pause. Alors, mais ça n'a pas empêché l'objectif d'Elle a élu de pouvoir être vécu, de continuer de vivre et de se relancer aujourd'hui avec cet événement-ci. Alors, l'objectif d'Elle a élu, c'est de donner confiance aux femmes. Puis c'est important, quand on va parler de campagne électorale, d'avoir cette confiance-là. On va parler peut-être de débats, d'événements marquants. Il faut se sentir prête à aller à la rencontre des électeurs. Alors, je trouve que c'est un objectif qui est hyper important, mais surtout grâce à des modèles. Et aujourd'hui, on va échanger avec des modèles de femmes qui ont fait le terrain avant vous, qui ont essayé ces choses-là avant vous. Et comme ça, on va peut-être mettre en commun différentes expériences pour s'assurer de se sentir en confiance, donc auprès des électeurs. Je veux dire un gros merci. Vous avez vu probablement dans la vidéo d'entrée plein de visages de femmes, des mairesses qui se sont engagées dans ce programme-là. Elles sont des ambassadrices, elles sont aussi source d'inspiration. Alors, un gros merci à toute cette équipe de femmes qui travaillent justement pour déblayer le terrain, parce que c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir la porte, même si on a l'impression que ça fait un peu longtemps que les femmes sont en politique. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre la parité. Donc, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un échange entre femmes et vous allez aussi avoir l'occasion d'échanger entre vous. La plateforme le permet, alors vous êtes déjà assigné à une table et vous allez pouvoir un peu plus tard, lors de l'événement, aller discuter entre vous. J'espère qu'il va y avoir aussi certains hommes qui seront à ces tables-là parce qu'il faut être capable de métisser les modèles, puis la diversité, c'est aussi ça, hein, c'est de partager différents points de vue avec, parce qu'on est de provenance de différents horizons. Alors, il y aura une période de questions ouvertes. Je vous expliquerai tantôt comment ça va fonctionner. Alors, pour commencer, j'ai avec moi, je dirais, deux femmes très inspirantes. La première, Suzanne Roy, qui est évidemment la présidente de l'Union des municipalités du Québec, mais aussi mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC de Marguerite-Duville. Bonjour. 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 Et on a la chance, je vous le dis, là, on a la chance d'être en studio, mais on est là avec notre masque, avec notre push-push. Alors, aucune inquiétude, on respecte toutes les normes sanitaires. Et aussi avec nous, Maude Laberge, qui est mairesse de Sainte-Martine, préfète de Beauharnois-Salaberry, mais aussi présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ. Bonjour, Maude. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, toutes les deux, on va mettre la table ensemble parce que c'est important de parler de campagne électorale. Et j'ai envie, Suzanne, de dire
pourquoi c'est important, de faire campagne, mais pourquoi aussi c'est important d'atteindre une certaine parité? Parce que vous le vivez chez vous à Sainte-Julie, vous avez plus que la parité, mais vous avez la majorité, les femmes sont en majorité sur votre conseil. Oui, et je donnais une version courte, je dirais, ça va nous amener, en ayant plus de femmes, à prendre des encore meilleures décisions. On prend déjà des bonnes décisions, évidemment, mais le fait d'avoir plus de femmes permet d'amener des points de vue différents, des expériences qui sont différentes, une sensibilité qui est différente. C'est pas ni mieux ni mal, c'est juste un équilibre à atteindre pour que quand on doit débattre quelle est la meilleure position à prendre, on ait tous les éléments. Et d'avoir plus de femmes, ça nous amène ça aussi. Ah, mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. On veut métisser nos méthodes. Maude, comment on fait justement à la commission pour s'assurer que il y a peut-être une contribution parce qu'il y a beaucoup de représentants masculins à l'UMQ. Il y en a des maires, donc on peut conjuguer ça au masculin, la politique municipale aussi et surtout. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a cette contribution-là? Bien, à la commission, c'est une nouveauté. On a maintenant des membres masculins. On aime ça. On adore ça. Il était temps. Merci. Bien, ça fait en sorte qu'on métisse effectivement les discussions. Des fois, on a des points de vue différents. Ça augmente un peu les angles qu'on n'avait pas vus. En fait, c'est ça. C'est des angles morts qui sortent. Je pense que c'est essentiel. Puis ça fait des ambassadeurs aussi qui s'en vont un peu partout à travers la région du Québec, dans toutes les régions du Québec, pour dire à quel point c'est important. Fait que c'est essentiel. On a eu des ambassadeurs, mais plus ça va, plus on travaille ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste une histoire de femmes, tout ça, la parité, c'est un travail d'équipe. Donc... Exactement, une question de démocratie, on pourrait même dire, de s'assurer qu'il y a une représentation équitable. À quoi va ressembler le programme de la commission? Donc, les prochains événements, on a aujourd'hui. Donc, mais j'imagine qu'il y a d'autres initiatives qui vont être mises de l'avant bientôt. Bien sûr. Le prochain grand événement, c'est le 6 novembre. Le 6 novembre, oui. Ça, on les mélange parce que c'est le 9 et le 6. Là, le 6, donc avec Madame Marois, donc invitation à tous. J'ai envie de vous dire que depuis 2017, là, ça bouge beaucoup à la commission. On est vraiment une belle gang. On a changé de statut. On n'est plus un comité, mais une commission permanente. C'est important, ça. C'est hyper important, effectivement. Ça change un peu notre rayonnement à l'intérieur de l'organisation. On a adopté une politique d'égalité, ce qui était quand même un très grand morceau, notre première politique d'égalité. Ça nous permet aussi d'être au CA de l'UMQ, donc de garder la parité. D'avoir plus de voix au féminin au CA de l'UMQ. Oui, ça permet ça, mais ça permet aussi quelqu'un qui est gardien ou gardienne de la parité. Puis je pense qu'on a eu des bonnes avancées, n'est-ce pas, Madame la Présidente, en peu de temps. Ça paraît tant dans les comités, dans les commissions, au sein du Conseil, donc, et nos caucus d'affinité. Alors, ça c'est à partir de la politique, maintenant, c'est devenu naturel. Et on voit nos maires masculins faire la promotion de la parité. Et ça, pour moi, là, ça dénote à quel point le travail qu'elles ont fait est important et amène justement des changements réels. Alors, je pense qu'on a fait vraiment du chemin. Moi, je regarde les choses aller puis je me dis, on a vraiment fait du chemin. Mais faire campagne, moi, j'ai envie aussi de vous entendre là-dessus parce que c'est le thème. Donc, on voit que dans les instances, il se passe des choses. Mais pour se rendre sur les instances, bien, il faut mettre sa face sur le poteau. Alors, pour mettre sa face sur le poteau, bien, ça, c'est comme le premier geste. Mais une fois qu'on l'a mis, bien là, il faut aller à la rencontre des électeurs. Il faut s'assurer que le contact se fait, que notre idéal est partagé. Maude, votre première campagne, ça avait l'air de quoi? C'était très drôle parce que j'avais une très grande équipe, mon amoureux et mon bébé d'1 an et demi. Ça ressemble souvent à ça, il faut quand même se le dire. Oui, je me rappelle la première porte, j'avais choisi une bénévole là, qui est très importante dans la municipalité. Je m'avais laissé une chance, il fallait que j'aille la rencontrer, mon cœur qui palpitait. Mais après la première rue, ça va, puis après la deuxième, c'est le fun, puis après la troisième, on en veut encore. Fait que c'est le premier geste qui est le plus difficile, mais après ça, ça va.
C'est intéressant parce que vous faites référence à ce porte-à-porte, qui est le contact. On dit souvent que c'est ce qui fait la différence, Suzanne, d'aller à la rencontre, parce qu'il y a les influenceurs, mais le contact direct avec les lecteurs, c'est quelque chose qui est assez clé dans une campagne. Ça fait toute la différence. Puis là, je le sais, on est en pandémie, on pense à une élection peut-être qui se fera en pandémie. On ne peut pas faire campagne que par les médias sociaux, que par de l'affichage. Oui, il faut prendre contact, parler avec les gens, écouter les gens. Ah, c'est important. Et dans une campagne électorale, s'il y a une chose dont on doit se rappeler, c'est qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Il faut les utiliser dans cette proportion-là. Et c'est ce qu'ont envie les électeurs aussi en campagne électorale, bien sûr, de savoir ce qu'on offre, mais de savoir aussi que leur préoccupation dans un gouvernement de proximité, elle peut être la nôtre aussi. Et juste avant d'aller à nos 3 prochaines invités, une anecdote de campagne, là, quelque chose qui est arrivé de savoureux, parce qu'il en arrive tout le temps. Si vous me dites que vous n'en avez pas, ça se peut pas. Il m'est arrivé, moi, des affaires plus abracadabrantes que possible. Alors, j'imagine que vous aussi, Maude? On ne sait pas si ça se raconte. C'est ça. Souvent, ils ne se racontent pas, ces anecdotes-là. J'avais dit que je la raconterais pas, fait que je vais aller de l'autre bord. Mais je me souviens d'un monsieur, vraiment, il vient d'ouvrir à la porte, mais il est tout courbé, puis il est hyper intéressé, mais il dit « Je m'excuse, il faut que j'arrête là parce que j'ai pas eu le temps de m'habiller. » Oh! Oui, mais c'est souvent, quand on fait des portes, on a des moments comme ça assez croustillants, assez savoureux. Alors, quand même, il y avait juste entrouvert la porte. Oui. Ah, quand même, c'est ça. Il y en a des pires que ça, moi, je pense. C'était juste mignon. Suzanne? Ça arrive, effectivement. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai fait la première campagne aussi avec mon amoureux et ma fille de 2 ans. Alors, et j'avais pas beaucoup d'argent, le budget était là. Alors, des affiches tout petites et les partis qui étaient là avaient mis des affiches à la grandeur pour cacher mes petites affiches. Oh. Et la première page du journal a changé la donne quand le grand titre était que les partis voulaient faire disparaître l'indépendante. Oh! Et ça a changé la campagne. Et quand je passais au porte-à-porte, les gens me parlaient de cet élément-là. Alors, j'ai compris que ce n'est pas les affiches qui font élire. Ah, tellement. C'est pas les plus grosses affiches, en tout cas. C'est pas les plus grosses affiches. Je vais demander à l'équipe technique aussi de m'aider un petit peu avec le temps pour être bien certaine qu'on respecte et puis qu'on vous laisse tout le temps de parole aussi qui est prévu à l'horaire. Parce que là, donc, vous restez avec moi. Vous allez être nos observatrices. Je vous ai dit que c'était comme une Coupe Stanley. Donc, vous allez être mes analystes, un peu comme après les matchs de hockey. Puis, on va aller à la rencontre de 3 femmes qui ont fait campagne sur des territoires différents, sur des types de territoires différents, donc en région, en ville. On va aller donc les rencontrer. Je vous les présente dès maintenant. Diane Dallaire, qui est mairesse de Rouyn-Noranda, Josée Néron, qui est mairesse de Saguenay, et Sylvie Parent, qui est mairesse de Longueuil. Bonjour, vous 3. Bonjour. Ben, ça me fait plaisir de vous rejoindre comme ça et de pouvoir échanger avec vous. On va parler justement campagne électorale et on va commencer. Et là, je vous ai présenté à votre plus simple expression. Je veux dire à nos participants que vous avez des panoplies de titres. Vous êtes préfète, vous êtes souvent représentante sur différentes commissions, sur différents groupes. Mais je suis allée à l'essentiel parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez franchi cette étape-là d'être élue mairesse et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être préfète responsable parce que je pense que Diane, entre autres, est représentante elle est préfète de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est pas rien. Mais moi, j'ai envie aussi de vous entendre à ce titre, à ce premier titre de mairesse. Et Diane, on va commencer avec vous pour vous demander peut-être quelques souvenirs de campagne. Comment on décide, de se lancer, mais comment ça se passe? Comment on forme notre équipe? J'aurais le goût, Marie, parce que j'ai entendu demander une anecdote, j'aurais le goût d'en dire une. Parce que allez-y! ça m'est revenu parce que je me suis dit, ça me pose la question. Ma fille va chercher sa fille à la maternelle. Puis au retour, c'est la journée où moi, j'ai mis juste 6 affiches, 6 pancartes électorales. Et, mais il était grosse. Là, il était grosse, celle-là. Elle voit ma figure, puis elle dit, mais maman, pourquoi grand-maman est sur la pancarte? Elle dit, elle veut être mère. Mais pourquoi? Elle est déjà grand-mère.
Ah, c'est vraiment trop joli. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Bien, effectivement, parce que c'est ça, souvent, Maude et Suzanne y ont fait référence, hein, on commence, le premier cercle de l'organisation électorale, c'est notre famille. Ça prend cette adhésion-là. Diane, vous avez fait campagne avec la famille, mais est-ce qu'il y avait aussi du monde autour? J'avais une belle équipe qui m'entourait, dont ma fille, oui, effectivement, beaucoup de la famille et tout ça. Mais je dois le dire, une équipe composée majoritairement de femmes. Et vraiment, on a mené une campagne électorale extraordinaire, originale. On a sorti des sentiers battus. Je pense que les femmes, peut-être, ont moins d'histoire en politique, mais ça nous permet, je pense, de développer des campagnes, un nouveau genre. En quoi original? Vous m'interpellez, là. Ça veut dire que vous avez innové comment? Bien, par exemple, quand je vous dis que j'avais 6 affiches à des endroits stratégiques, vraiment, tout était pensé, calculé, un programme électoral très clair. J'ai fait, pendant la campagne, à chaque jour, j'ai fait un engagement nouveau. Ah, donc un peu calqué sur les grandes campagnes aussi, sur les campagnes fédérales, les campagnes québécoises, là, parce que comme ça, un engagement par jour, c'est quand même demandant dans une municipalité. C'est demandant, oui, effectivement. C'est sûr qu'on a été beaucoup terrain. Bon, la ville et merci de Rwanda, c'est un grand territoire. Comme je disais tout à l'heure, l'île de Montréal rentre presque 14 fois dans la ville de Rouen. Donc, on ne peut pas penser voir tout le monde. Mais on avait un réseau de bénévoles et de gens, d'ambassadeurs, disons-le, qui ont fait en sorte que nos messages étaient clairs et véhiculés de façon claire. On a, le site web, c'est sûr, les réseaux sociaux, c'est sûr. On a utilisé tous les médias possibles. Mais en même temps, honnêtement, quand on parle de la prochaine campagne électorale, effectivement, il va falloir se réinventer si jamais la COVID est toujours là. Parce que si je m'étais fiée simplement qu'à Facebook et aux réseaux sociaux, j'aurais pas pensé être élue parce que c'était difficile. Et pourtant, le terrain parlait autrement. Les gens qui sont positifs, s'expriment moins sur les réseaux sociaux. Ah, c'est intéressant, ça. C'est ça. Parce que c'est ça, on a parfois l'impression que ce qu'on lit sur les réseaux sociaux représente le point de vue, que c'est un sondage de la population. Et c'est pas nécessairement ça. Donc, ce que vous nous dites, c'est que faire des portes, ça a fait une différence pour vous parce que vous êtes allé chercher un autre pouls, un autre écho. Oui, des portes, des rencontres de gens d'affaires, bien sûr, une 60aine d'entreprises rencontrées, des téléphones aussi. Ah oui? J'ai appelé beaucoup de gens et aussi on a eu un message automatisé, là, mais j'ai appelé beaucoup de gens. Fait que là, je me dis, ça, en tout cas, en temps de COVID, c'est quelque chose qu'on peut garder, en tout cas, parce que ces gens-là apprécient ce contact personnel, ce contact personnel. Est-ce que vous avez senti une différence parfois, parce que, bon, il y a toutes sortes d'experts de campagne électorale avec plusieurs, évidemment, théories. C'est pas une science exacte, faire de la politique, encore moins faire campagne. Est-ce que vous diriez que, quand vous avez sorti votre vote, là, je ne sais pas si vous avez fait une sortie de vote, mais est-ce que les contacts téléphoniques étaient autant de qualité que le contact de porte-à-porte? Parce qu'on dit que le pointage de porte-à-porte est souvent plus juste parce que les gens ne peuvent pas nous mentir avec leur non-verbal. Ils peuvent pas nous... Mais au téléphone, on sent peut-être moins ce malaise-là. Est-ce que vous l'avez senti, ça? Non, c'est certain. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir se réinventer parce que je pense que c'est difficile de penser une poignée de main puis de rencontrer les gens. C'est sûr, de faire le pointage, c'est sûr quand on sort de la résidence, même mes petits-enfants étaient dans l'auto, puis bon, ben celui-là, il est rouge, celui-là, il est jaune. Tu sais, on était... C'est pas long qu'on sait avec l'expression des gens, vous avez raison, si c'est un vote ou non, là. Peut-être, oui, qu'au téléphone, on n'a pas cette... le sentiment fin. Mais alors, avant de passer à vos collègues, vous avez fait campagne, vous, sans parti politique. Est-ce que vous considérez que ça a compliqué les choses? Est-ce que vous aviez des alliances entre représentants des différents quartiers avec vous ou vous étiez vraiment, vraiment indépendante?
j'étais indépendante. C'est sûr que on avait des gens qui avaient les mêmes objectifs et lignes de pensée que moi, mais au contraire, moi, je vous dirais que ça a été un avantage. Ça nous a permis, je pense, une certaine agilité, action-réaction. Tu sais, des fois, sur le terrain, étant vraiment à l'écoute des gens sur le terrain, bien là, on voyait qu'il fallait changer un peu la stratégie. On la changeait, on s'est adapté au fur et à mesure. Je pense que de ne pas avoir, pour ma part, ça a permis vraiment une meilleure agilité et une meilleure écoute des citoyens parce que j'ai adapté aussi mon message durant la campagne. Bien, merci beaucoup, Diane. On va y revenir parce que, justement, cette agilité-là, on sait que c'est essentiel. Hein? En campagne, il faut être capable de se revirer, comme on dit, sur un dixaine. Puis j'ai hâte aussi de vous entendre, on va en parler tantôt avec le groupe, de voir les contraintes de l'argent. Parce que moi, c'est quelque chose, évidemment, on parle de grandes et de petites affiches, mais à un moment donné, ça prend un minimum. Et j'ai hâte de vous entendre aussi là-dessus sur les contraintes de l'argent. On va y revenir quand on sera avec vos autres collègues. Merci beaucoup, Diane. On vous retrouve tantôt. Plaisir. D'accord. On s'en va maintenant dans un autre coin du Québec qui est aussi un grand territoire et on s'en va rejoindre Josée Néron qui est mairesse de Saguenay. Bonjour, Josée. Bonjour. Bonjour. Alors, Josée, vous étiez conseillère municipale depuis un moment déjà. Vous avez décidé de briguer la mairie. Comment ça s'est passé et comment ça s'est joué dans la campagne? Est-ce que ça a joué, cette expérience-là de conseillère municipale? Tout à fait. J'étais ce qu'on appelle la conseillère désignée au conseil. J'ai fait un premier mandat comme conseillère municipale. Donc, la conseillère désignée, on va dire, c'est le chef de l'opposition au sein du conseil municipal. Alors, c'est évident que par rapport aux autres candidats qui étaient là, on était 5 au départ, j'avais l'avantage de connaître ma ville, de connaître les différents dossiers dans la proportion naturellement dans laquelle je pouvais les connaître parce que disons que l'ancienne gouvernance était une gouvernance quand même très, très opaque. Pour vous donner un exemple, aucune plénière. Le vote du budget, on était appelé une demi-heure avant le moment où on devait monter au conseil pour le voter. Et la seule chose qu'on avait entre les mains, c'était un fascicule. Donc, ça vous donne une idée de dans quel contexte j'opérais. J'avais la chance, et à la différence de Mme Dallaire, d'avoir un parti, de représenter un parti. Je suis la chef de l'équipe du Renouveau démocratique, un parti qui s'est créé justement pour pouvoir amener, je vous dirais, une vision de développement de ville de Saguenay. Et ça, vous avez considéré, excusez-moi, Josée, vous avez considéré que ça, c'était un avantage, donc, d'avoir un parti, contrairement à Diane qui nous disait qu'elle trouvait que ça lui donnait de l'agilité, peut-être de la liberté même. Vous avez trouvé vous vous êtes senti, je dirais, plus appuyé? Je dirais que ça nous a permis d'avoir toute une équipe sur le terrain, des gens qui nous amenaient parce que le défi, c'était de recruter naturellement 15 personnes pour aller représenter les 15 districts, ce qu'on a fait. Et pendant toute la période qui a précédé l'élection, à tous les samedis matins, j'étais en contact avec un peu tout le monde, je faisais du terrain avec un peu tout le monde, mais tous les samedis matins, c'était un rendez-vous. On déjeunait ensemble et on passait plusieurs heures à discuter des enjeux, de la formation et tout. Et on a eu la chance également, avant toute cette période-là électorale, à travers le parti, d'aller faire des consultations auprès de la population pour justement monter un programme. C'était la première fois à Saguenay que 2 partis étaient présents lors d'une élection. Donc, ça a été vraiment l'occasion de présenter à la population. C'est la première fois que vraiment je dirais qu'un programme issu de consultation était présenté à la population pour pouvoir justement amener une vision de développement. Et pour moi, ça a fait vraiment la différence. Le fait que j'ai, pendant le premier mandat, mon mandat comme conseillère de l'opposition, on va appeler ça comme ça, j'avais un cabinet qui était avec moi, qui m'aidait à vraiment me préparer, je dirais, analyser les dossiers et mieux prendre connaissance de tous les défis qui étaient devant nous et arriver mieux préparé naturellement comme conseillère dans le contexte dans lequel
j'opérais, il faut mettre ça dans ce contexte-là, arriver avec les bonnes questions au conseil. Donc, au niveau du contenu très appuyé, j'imagine aussi quand on a l'appui déjà de 15 personnes, ça veut dire que ces personnes-là, c'est multiplié par un certain nombre de bénévoles et tout ça. Est-ce que vous diriez que ça vous a facilité la tâche pour aller à la rencontre des électeurs, pointer davantage d'électeurs parce que vous aviez cette structure-là? Oui, pour moi, un parti, dans le fond, c'est un amalgame si on prend, parce que devant moi, j'ai quand même des indépendants, et c'est toujours l'histoire de parti, pas de parti, parti, pas de parti, et je leur dis qu'un parti, ça n'a rien de méchant. C'est humain. C'est l'amalgame je vais prendre l'exemple de Saguenay, 15 organisations, qui auraient pu être 15 organisations d'indépendants, qui décident de façon volontaire de travailler ensemble à développer une vision globale d'une ville. Qu'est-ce que ça a si, je dirais, le diabolique? Moi, mais absolument pas. Certains vous diraient peut-être que ça n'a rien de diabolique, mais ça empêche peut-être la liberté d'expression. Tu sais, on parle souvent de ligne de parti comme étant quelque chose de compliqué. En campagne électorale, moi, je dis toujours qu'une campagne électorale au Québec, c'est comme un train. Hein? Tu as le wagon de tête, qui est le chef, puis après ça, tu as 124 wagons, puis tu veux pas être le wagon qui fait dérailler le train. Tu sais, c'est comme, tu veux pas être celui qui met ton chef dans l'embarras. J'imagine que c'est un peu la même chose. Quand on a 15 personnes qui aspirent à devenir conseillers, tout le monde s'exprime. Il y a des médias, tu sais, Saguenay est un pôle média important, ça veut dire qu'il y a des médias qui couvrent au quotidien. Alors, ils peuvent faire dérailler le train aussi. La beauté de la chose au municipal, c'est que c'est beaucoup plus petit. Le nombre de districts pour ce qui est de chez nous, c'est 15. Nos problématiques, elles sont du milieu. Alors, à un moment donné, on s'entend que les défis, les enjeux convergent. Je vais vous dire, nous, pour ce qui est de mon parti, quand je faisais le recrutement des différents candidates et candidats, la question était toujours la même. Est-ce que je vais avoir le droit de maintenir mes opinions? Et ça a toujours été oui. Et même dans ce mandat-ci, avec les gens qui sont de mon parti autour du conseil, ça leur arrive de voter l'un et l'autre là il y a de la liberté. Il y a de la liberté et c'est sain. Ils ont le droit de défendre leurs idées et je suis très à l'aise avec cette position-là. Ça ne met pas du tout en danger mon leadership. Au contraire, ça montre que je suis ouverte à des opinions qui peuvent évoluer avec le temps. Il n'y a rien de gelé. Et au niveau de la structure organisationnelle pendant la campagne, est-ce que vous diriez que votre campagne était quand même très décentralisée ou est-ce qu'il y avait justement un comité central où tout le monde ramenait l'information puis est-ce que vous aviez un organisateur en chef ou il y avait des organisateurs dans chacun des secteurs? Il y avait des organisateurs dans chaque secteur, mais c'était quand même chacun avait son équipe. Je vous dirais, quand on préparait nos candidats, c'est sûr le défi, c'était que chacun se compose une équipe d'à peu près 30-35 personnes. C'est quand même beaucoup. Considérant la grosseur des districts et qu'ils génèrent leur financement et qu'ils prévoient toute leur visite. Chacun était quand même responsabilisé dans son district spécifique. Bien, merci beaucoup, Josée. On vous revient, puis on va pouvoir mettre ça en contraste avec les propos de Diane et les propos de Sylvie Parent, qui est mairesse de Longueuil. Bonjour, Sylvie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va très bien, surtout quand je parle de campagne électorale et d'organisation électorale, moi, ça va très, très bien. Alors, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Sylvie, vous avez un profil un peu similaire, je dirais, à celui de vos collègues. Vous étiez conseillère municipale préalablement, mais vous étiez donc dans l'équipe de la mairesse qui a décidé, on parle de Caroline Saint-Hilaire ici, qui a décidé de prendre sa retraite de la mairie de Longueuil. Mais il y a eu une campagne à la chefferie préalable à la campagne électorale. Ça est-ce que ça crée certains enjeux quand on arrive en campagne? En fait, il n'y a pas de secret pour personne. La situation politique qui a eu lieu suite au départ de la chef de Action Longueuil. Il y a eu la course à la chefferie. J'ai gagné la course à la chefferie. Donc, après ça, il y a eu scission du parti. Donc, c'est sûr que la campagne a pris une toute autre tangente qu'elle aurait pu avoir si les gens avaient décidé de demeurer à l'intérieur du parti. C'est une course à la chefferie. Généralement, c'est démocratique. Les membres votent et ils décident pour qui ils veulent. La personne qu'ils souhaitent voir
se présenter à la mairie. Et c'est pas ce qui est arrivé, bon, pour toutes sortes de raisons, puis j'en ferai pas le débat publiquement, mais c'est sûr que ça a compliqué un peu plus la campagne électorale, mais pour moi, j'étais rendue là dans mon cheminement politique. Parce que après 8 ans d'expérience, j'avais des gros dossiers à la ville, le budget, le développement économique. Donc, j'avais l'impression que ça, je le maîtrisais bien, très bien même. Et de là, d'avoir l'opportunité de m'en aller à la mairie, ça me permettait justement d'ouvrir un peu l'éventail des dossiers sur lesquels je pouvais travailler, que je pourrais travailler évidemment si la population me confiait ce mandat-là. Alors, oui, ça a comme donné l'impulsion pour moi de s'en aller à la mairie. Et honnêtement, je trouve que d'avoir cette expérience-là, ça permet, entre autres choses, à la personne qui se présente à la mairie d'avoir une meilleure connaissance de tous les enjeux administratifs, mais aussi politiques des différents dossiers. Donc, c'était l'expérience que j'avais à offrir en 2017 à la population de Longueuil. Diriez-vous que, parce que c'est intéressant, vous nous dites, ça m'a permis, j'avais touché à tout ça. Alors, on parle souvent que pour que les femmes postulent à un poste, elles doivent sentir qu'elles ont plus que 90% des compétences pour pouvoir occuper ce poste-là. Diriez-vous que vous aviez besoin de cette confiance-là pour aller en campagne, pour vous présenter? Bien, pour moi, personnellement, je dirais oui. Parce que, dans le fond, quand je suis arrivée en politique en 2009, j'avais une toute autre expérience de la vie politique. J'étais de l'autre côté de la sphère politique en travaillant pour le directeur général. C'est ça, vous avez été, mais c'est une expérience importante. Je pense que je m'excuse de vous interrompre, mais c'est une expérience qui est pas à minimiser. Quand on est directeur du scrutin, ça nous permet de connaître tous les rouages, de bien comprendre le fonctionnement de la démocratie. Ça veut dire que quand on arrive pour monter son équipe et être capable de monter sa structure organisationnelle pour aller en campagne, on connaît les règles. Oui, exactement. Puis on connaît aussi, ça peut paraître banal, mais le langage électoral. Oui. Le langage, comment est-ce qu'on doit former une équipe, comment est-ce que sur le terrain, ça doit être déployé. Tout ça fait partie du bagage que j'ai et que j'avais en 2009 et que je traîne avec moi depuis cette expérience-là que j'ai eue avec le directeur général des élections, mais aussi toute l'expérience que j'ai acquise depuis, ça va faire 13 ans, 15 ans que je suis en politique, mais c'est comme si tout ça se cumule. Donc, moi, ce que j'ai le goût de dire aux femmes aujourd'hui qui sont tentées, c'est que peu importe votre expérience que vous avez acquise dans le domaine que vous êtes, cette expérience-là va vous servir en quelque part. C'est transférable. Oui, parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, ben moi, j'ai jamais fait de politique, je peux pas m'en aller en politique. » Non, c'est pas vrai. Toutes écoute, ma formation de base, je suis psychoéducatrice. Est-ce que je pensais, quand je travaillais pour la direction de la protection de la jeunesse, que je pensais que j'allais être mairesse de Longueuil un jour? Non. Est-ce que cette expérience-là m'a servi? Oui. Parce que c'était le travail d'équipe, parce que c'était le travail avec les gens qui m'entouraient, les comités. C'est comme, il faut toujours se dire que l'expérience qu'on a, peu importe notre domaine d'activité, va nous servir. Mais c'est intéressant, donc, ce savoir transférable. Puis je voyais vos collègues, parce que moi, je vois vos collègues, donc je les voyais opiner du bonnet, puis on va pouvoir y revenir quand vous serez tous les trois ensemble. Comment ça fonctionnait au niveau de la structure organisationnelle? On sait que Longueuil, c'est une grande ville, le territoire est très différent. Est-ce que vous étiez très centralisé comme organisation, donc un directeur de l'organisation qui gère la campagne? Est-ce que former votre équipe, justement, avec l'héritage qui venait d'une course à la chefferie, puis ça arrive dans la vie. Est-ce que ça a rendu aussi la structure organisationnelle un peu plus complexe à organiser? En fait, on avait une structure, je dirais, un peu de style traditionnel d'une campagne électorale. On a 15 districts à Longueuil. C'est même chose que Saguenay. Oui, j'étais étonnée d'entendre qu'elle en avait 15. Mais donc, les territoires, il y a de plus en plus de gens qu'il faut aller à la rencontre. Donc, une moyenne, je dirais, de 12 000 par district électeur. Donc, c'est quand même pas rien, mais l'organisation est importante. Que les gens sachent
quoi faire. Parce que ceux qui arrivent en politique municipale et qui n'ont jamais entendu parler d'une campagne électorale, il faut les aider, là. Ben oui. Il faut avoir une structure qui décrive très bien c'est quoi les gestes à poser, comment est-ce qu'on peut mettre tout en place pour gagner, dans le fond. Et ça, cette expertise-là, avec une équipe vraiment connaissante d'une campagne électorale, c'est essentiel dans une ville comme Longueuil. Pour moi, c'était pas possible de ne pas avoir un responsable de la campagne, puis que chacun des 15 districts ait une mini-structure, une mini-cellule qui permet de se déployer. Moi, j'appelle ça la toile d'araignée, là, qui permet aux candidats de mon équipe de pouvoir créer cette espèce de toile d'araignée-là dans son district et se faire connaître. Bien, c'est intéressant. Puis on va maintenant avoir la chance de pouvoir partager vos différentes expériences ensemble. Diane, juste pour faire le point, parce qu'on n'a pas parlé du nombre de districts chez vous, il y en a combien dans votre municipalité? Nous, étant donné qu'on est une ville MRC, on va surtout parler au niveau des... on a 12... on est 12 autour de la table, et mais il y a des, par exemple, des conseillers de district qui vont représenter, on a 12 districts, mais il y a des conseillers qui vont représenter 4 quartiers, 4 anciennes municipalités. Alors, ça fait beaucoup de gens à représenter, beaucoup d'anciennes municipalités. Donc, mais vous avez à peu près le même nombre de personnes avec lesquelles vous devez transiger au quotidien, ça veut dire, et dans une éventuelle campagne électorale aussi. Diane, quand vous entendez vos deux collègues parler de l'organisation en partie, de voir justement que peut-être qu'il y avait une occasion de venir mettre en commun, est-ce que vous sentez qu'éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui germe dans votre tête, ça, de travailler davantage, de travailler davantage en équipe, ou est-ce que vous sentez que vous avez eu plus de bénéfices à travailler, comme vous, comme candidate à la mairie, puis que chacun fasse son travail? En fait, pendant la campagne, nous, les candidats, il n'y avait pas de... Personne n'avait un parti. Et le message qui était véhiculé, mais tu sais, j'entends Josée, puis je sais que ça se fait par après, là, ce que je comprends, là, mais le message qui était véhiculé, c'est « Je vais travailler avec les gens que vous aurez élus. » Puis je voulais pas, puis les conseillers. Bon, tout le monde, mon message était clair. Alors, les gens, mais ça fait quand même une belle équipe. On a vraiment un beau conseil présentement, puis un travail qui se fait extraordinaire en concertation. Mais j'entends que peu importe qu'il y aurait eu des partis ou pas, ça n'empêche pas non plus ça, là. Mais c'est quand même plus de travail organisationnel. C'est quand même plus de travail organisationnel. Vous deviez faire toutes les portes, tandis que si on regarde Sylvie et Josée, elles avaient à faire des portes, mais l'organisation, les 15 autres aussi, nourrissaient la base de données, si on veut. Puis d'ailleurs, Sylvie, Josée, est-ce que vous étiez organisé de façon technologique pour la mise en commun des données, Josée? Oui, on avait l'avantage d'avoir accès à un logiciel qui s'appelle Démocratique. Oui. Un très beau logiciel pour pouvoir justement... Sylvie sourit, je pense qu'elle aussi. Oui, j'ai l'impression que tout le monde connaît. Donc oui, outil, à mon sens, essentiel pour pouvoir, je dirais, là, se jauger à travers toute la période et pouvoir justement, lorsqu'on a besoin de faire le jour du vote, de faire sortir le vote. C'est tous des outils qui facilitent le travail pour tout le monde. On peut toujours le faire, ça s'est fait avant. Oui, avec des cartes de bingo qu'on appelait. C'est ça, à la mitaine. Mais aujourd'hui, on a cet outil-là, puis vraiment pour nous, ça a été un élément très facilitateur. Et je peux vous dire que pour la prochaine campagne, c'est évident. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque tu rentres tes données, tu peux les récupérer éventuellement pour la prochaine campagne. Et nous, on avait choisi d'avoir cette option-là. Donc, ça nous aide à ne pas repartir à zéro. Oui, puis à venir valider le terrain, et si le terrain a changé, parce qu'il y a des gens qui pouvaient être en faveur de votre équipe, mais qui peuvent être devenus des détracteurs, et à l'inverse, vous pouvez aller mesurer si ceux qui étaient vos adversaires au moment de la dernière campagne sont devenus des sympathisants.
Voilà. Alors, pour moi, c'est des outils qui sont disponibles et qui sont, à mon sens, là, très utiles. Sylvie aussi, vous avez utilisé donc des outils technologiques comme ceux-là. C'est le même outil? Je pense que Diane aussi, exact. Donc, vous avez utilisé les trois outils démocratiques. Alors, mais ça coûte des sous, tout ça. Alors, que ça soit un outil comme démocratique, que ça soit des affiches, que ça soit des dépliants, que ça soit une page Facebook, ça prend, puis je ne sais pas si vous aviez du personnel rémunéré, de plus en plus, les bénévoles sont durs à trouver. Sylvie, comment on fait pour lever de l'argent? Comment on fait pour s'assurer qu'il y a des donateurs qui nous aident à atteindre notre objectif? Oui, bien en fait, on le sait, tout le pan du financement des partis politiques a grandement changé depuis les 12 dernières années. Ce que ça vient faire, c'est que, en fait, une campagne électorale commence au lendemain de la victoire. Oui. Pour de maintenir le lien avec les donateurs à chaque année, de faire les événements de financement. On n'a pas le choix de le faire de façon continue, que même les élus qui font partie, qui sont dans mon parti doivent le faire aussi année après année pour comme se monter un petit bas de laine, comme on dit, pour être capable justement d'avancer cet argent-là, parce que sinon, on n'a pas d'autre choix que de soit faire un prêt au parti ou d'emprunter conjointement. Mais ça, c'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis les candidats, des fois, c'est pas toujours des gens qui ont beaucoup d'argent non plus. Donc, idéalement, c'est de réussir à se monter un bas de laine avant la date butoir de l'élection. Le financement des partis politiques vient vraiment compliquer un peu plus parce que, dans le fond, il faut que tu ailles, pour avoir la même somme qu'en 2009, ça avant la réforme, pas plus de donateurs. Oui, parce que les dons sont plus petits, hein, il faut le dire. Là, il y a eu toute une grande réforme. Auparavant, les dons étaient beaucoup plus élevés. Donc, on pouvait avoir un bassin de donateurs beaucoup moins important. Aujourd'hui, le don maximal en campagne électorale, est-ce que c'est 300 $? Non? C'est 200 $. Mais les candidats peuvent mettre un extra. Les candidats peuvent mettre un extra. L'année du vote. OK, parfait. Alors, mais c'est ça, et c'est intéressant, c'est difficile, donc ça veut dire, puis est-ce que vous considérez, Diane, par exemple, que demander de l'argent, c'est, moi, en tout cas pour moi, je peux vous le dire, là, j'ai fait quand même quelques campagnes électorales, l'affaire la plus dure pour moi, c'était ça. Est-ce que c'était votre cas, vous, Diane? En fait, tout à l'heure, quand on parlait là, de la représentativité lorsqu'on a un parti sur le territoire, il faut dire que sans avoir de parti, bien sûr, j'avais des ambassadeurs dans chacun des territoires, des personnes d'influence dans leur milieu qui avaient été ciblées et qui m'ont aidé aussi au niveau de la contribution financière. On a ciblé des gens. Pour certains, c'est moi qui ai été les rencontrer. D'autres, c'est les argents arrivaient par les ambassadeurs, si on veut, par les personnes qui étaient sur les lieux. Mais ça a été ça a bien été. On a eu beaucoup de personnes au rendez-vous là, au niveau financier. Josée, pour vous, le financement, est-ce que c'était un enjeu? Est-ce que justement vous aviez délégué ça? Parce qu'il y a toujours un risque aussi à déléguer ça, parce qu'on ne sait pas comment la personne va s'y prendre pour solliciter les dons, puis qu'est-ce qu'elle va promettre. On ne veut pas que les gens, évidemment, promettent rien, mais il y a des gens qui ont des façons un peu différentes de faire les choses. Donc, on veut s'assurer que le processus respecte nos valeurs, Josée? Tout à fait. Écoutez, c'est sûr que moi, comme je le disais tantôt, chaque candidat devait aller chercher sa portion. Si je regarde un peu le budget qui était alloué là, pour la campagne électorale, on peut dire 50%. Le budget était pour la mairesse, 50% pour les 15 autres candidats. Donc, chacun avait sa portion à faire et j'avais la mienne. Je vous dirais qu'au niveau de la sollicitation, on va dire dans mon ancienne vie, j'en ai fait à travers des fondations, à travers des activités de toutes sortes. Alors non, c'était pas un problème pour moi. C'est naturel. Puis, la pire chose qui peut nous arriver, c'est de nous faire dire non. Bon, est-ce que c'est dramatique? Pas pour moi. Je le prends comme si je l'avais pas demandé, je l'aurais jamais su. Alors, bonne philosophie. Donc pour moi, ça va de soi, ça fait partie, si vous voulez, de toutes les étapes qu'il faut passer pour pouvoir arriver à notre but, qui est de représenter puis de porter notre vision de ville.
Bien, effectivement, hein, il faut avoir cette philosophie-là, puis il faut se parler si on ne l'a pas. Il faut être en mesure de l'acquérir. Il y a un joueur qui est un quatrième joueur, on l'appelle le quatrième pouvoir, c'est le média, les médias. Et c'est un joueur qui est important, qui peut teinter le climat d'une campagne électorale. Je regarde Josée, Diane, vous êtes dans des pôles médias, ça veut dire que les médias de Montréal interfèrent moins avec les messages, ça veut dire que vous avez vos propres médias. Quand on est à Longueuil, quand même, c'est un peu plus difficile. Il y a des médias longueuillois, mais Montréal, les médias montréalais prennent une place importante. Fait que quand on est en campagne en même temps que Montréal, en campagne électorale, il faut se faire entendre. Est-ce que c'est difficile? En fait, c'est toute la difficulté d'être à proximité d'une grande ville parce que les médias, c'est comme si le fleuve Saint-Laurent, c'est une barrière. Oui, hein? Au lieu d'être un lien. Mais on a quand même nos médias locaux qui suivent beaucoup la campagne électorale, qui font la promotion de ce qui se passe. Mais le problème, c'est que ces médias locaux-là ne percolent pas dans toutes les maisons. Donc, c'est aussi un enjeu. Je dirais que s'il y a des grands enjeux ou des grandes situations médiatiquement intéressantes, là, on va avoir une visibilité. Oui. Mais sinon, c'est tout un enjeu. C'est pour ça qu'il faut avoir nos propres outils de promotion. Contrôler son message. Oui. Exactement. Les gens, des fois, ils saisissent pas toujours. Bon, là, on parle de Montréal. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Des fois, c'est non, c'est pas du tout la même chose. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a comme une distanciation qu'il faut aussi qu'il soit là parce que Longueuil, c'est Longueuil avec sa particularité. Déjà que c'est assez complexe avec nos 3 arrondissements, avec l'agglomération. Oui, c'est très... oui. Déjà là, on est assez bien servi pour les enjeux territoriaux. Mais aussi, je dirais que c'est ça, faut être créatif, faut être capable d'utiliser plusieurs médias différents. Oui. Je pense que la pandémie va aussi nous amener à devoir être drôlement créatifs pour ce qui s'en vient en 2021. Dites-moi qu'on aura trouvé un vaccin et que peut-être qu'on aura une campagne comme celle que vous avez vécue. On croise nos doigts fort, fort, fort. Diane, Josée, Sylvie, on vous retrouve dans quelques minutes. On va permettre à Maude et à Suzanne de réagir un peu. Donc, on a parlé des sous, on a parlé de la structure, on a parlé de la confiance qu'on pouvait avoir en nous et des médias. Est-ce que vous pensez que ce sont les éléments essentiels à contrôler, Suzanne? C'est des éléments essentiels à contrôler, mais ça ne doit pas être des éléments nous empêchant de foncer. Ah, tellement! Alors, ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que, bon, on parle du financement. La première fois où je me suis présentée, j'étais indépendante et je voulais une pleine page de publicité. Donc, je sollicitais des 20 $ pour chaque signature qui disait « J'appuie Suzanne Roy » et j'ai réussi à payer la pleine page dans les médias. Donc, il ne faut pas que ça soit des freins. Oui, c'est nécessaire, l'organisation, il faut en avoir. Oui, il faut avoir un communiqué dans les hebdos de façon systématique, il faut être présent. Mais ça ne doit pas être un frein, ça ne doit surtout pas empêcher les femmes d'y aller. Au contraire, il ne faut pas regarder la montagne, il faut le faire pas à pas. Et c'est comme ça qu'on est. L'éléphant qu'on mange une bouchée à la fois. Hein? Oui, vraiment. Puis je vois tout le monde dire oui, c'est ça. C'est une bouchée à la fois qu'on fait ça, Maude. Et ça commence avec son chum, son bébé. Puis après ça, ça prend... connaître son milieu. Moi, je trouve que ce qui ressort là, de Diane, Josée et Sylvie, c'est vraiment que leur milieu, ils connaissaient très, très, très bien, puis ils ont choisi des stratégies. Dans le cas de Diane, c'est vraiment indépendance. C'est ça qui va me permettre d'avancer. Dans le cas de Josée, c'est sans parti politique. C'était le choix de créer le parti politique était d'abord sa stratégie, puis c'était ça qui lui permettait d'avancer. Puis Sylvie, elle nous dit, ben sans parti politique à Longueuil, ça se fait pas. Tu sais, il faut vraiment des gens qui connaissent ça pour avancer. Ça doit ressembler déjà plus à Montréal. Fait que ce qu'il faut dire aux femmes aujourd'hui, c'est ça, c'est connaissez votre milieu. Oui, tout à fait. Tout ce qui est là existe. Puis allez faire des appels après ça à des municipalités qui vous ressemblent, puis comment vous fonctionnez, puis allez chercher des milieux de vie.
mais sans... Oups, j'ai touché le micro. Désolée, ça va être beau. C'est correct. Donc, c'est ça, c'est vraiment la connaissance du milieu qui fait toute la différence. Puis après ça, ce que je trouve formidable de nos 3 dames devant nous, c'est qu'elles sont restées elles-mêmes. L'authenticité. Oui, l'authenticité, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Plein. Oui, puis c'est important d'avoir cette authenticité-là. Et quand vous parlez des outils, évidemment, on a parlé de ces outils technologiques, mais José y a fait référence, on peut faire du porte-à-porte, puis avoir une liste électorale, l'écrire à la main, puis le jour du vote, avoir ce qu'on appelle des cartes de bingo avec les numéros d'électeurs, avec des couleurs qui sont pour nos sympathisants, nos opposants, puis on est capable de très bien faire le travail. Évidemment, c'est plus fastidieux, mais dans des plus petites municipalités, ça peut très bien faire le travail. Moi, une des choses qui m'a souvent préoccupée quand je voyais des gens vouloir sauter en politique, c'est leur volonté de mettre leurs sous à eux. Et ça m'inquiète toujours parce on peut en mettre une partie, là, mais il y a des gens qui veulent très bien, qui croient beaucoup à leur candidature et tout ça, et qui s'investissent. Et ça peut être un enjeu, important, là. Un enjeu important maintenant et après oui. aussi. Alors souvent on disait c'est du love money. Oui. Notre campagne électorale est du love money. Les nouvelles règles ont changé ça parce qu'on peut pas investir justement, se ramasser après avec des dettes, prendre des risques financiers importants. Qui étaient trop importants. Qui vont suivre par la suite. Alors, en ce sens-là, je pense que ça a amené des améliorations, mais ça amène aussi des défis où il faut aller rencontrer les gens. Et ce que José a dit est tout à fait vrai. Il ne peut pas arriver pire que se faire dire non, c'est pas possible de te faire le don. Alors, il faut oser le demander. Et vous savez, quand les gens prennent la peine de vous donner ce petit don-là, c'est un engagement qui va bien au-delà de l'argent parce que généralement, ça se transforme aussi dans la boîte de vote. Oui, tellement. Et c'est important parce que vous y faites référence, vous faites référence à ces règles. Sylvie en a parlé. Elle avait donc cet avantage-là de bien connaître les règles, mais de s'entourer, d'aller chercher l'information parce qu'on ne veut pas enfreindre des règles électorales. Les lois sont claires là-dessus et il faut être bien certain d'être encadré parce que ça pourrait faire justement glisser une campagne qui peut bien aller au départ, mais parce qu'on n'a pas respecté une règle ou une autre, bien, on se retrouve en première page du journal sans finalement contrôler le message puis sans que ce soit le message qu'on ait envie d'avoir. C'est le temps maintenant pour vous de discuter. On l'a dit, vous avez des tables virtuelles. Donc, une table virtuelle à laquelle plutôt vous avez pu vous inscrire. Si vous voyez que vous n'êtes pas plusieurs, bien, vous pouvez aller rejoindre une table où il y a plus de personnes. Comme ça, vous avez la possibilité d'être jusqu'à 8 ou 9 personnes parce qu'il y a l'animateur ou l'animatrice qui sera là. Là, dans cette période-là, vous avez 10 minutes pour échanger sur ce que vous venez d'entendre, mais peut-être que vous avez envie d'identifier certains défis, certains éléments qui vous empêchent peut-être de dire « Ah, tu sais, il manque peut-être ce petit bout-là qui fait en sorte que j'aurais envie d'y aller, mais là, je suis pas sûre là-dessus. » Vous avez là 5 femmes exceptionnelles qui vont pouvoir répondre à vos questions. Moi, ce que je vous demande, c'est d'identifier une personne qui va poser la question pour la table. Je sais, c'est difficile. Vous en avez peut-être 10 questions actuellement, mais peut-être que vous allez, à force de discuter ensemble, être capable de résoudre certaines d'entre elles, puis d'autres, bien, vont devenir plus prioritaires. Alors, ensemble, vous allez pouvoir échanger. Identifiez bien cette personne-là parce qu'après, ce sera la personne qui va pouvoir poser la question au groupe et comme ça, donc, apparaître à l'écran et échanger avec nos panélistes. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. On a 10 minutes pour ça. On a un représentant. Vous vous joignez donc aux tables pour être le plus possible. Je pense que c'est intéressant de pouvoir partager vos expériences. Alors, 10 minutes, top chrono, on vous laisse échanger.
J'espère que vous avez eu des bons échanges. C'est maintenant à vous la parole pour échanger avec nos panélistes sur tous les défis que vous pouvez voir pour faire campagne, les questions des fois peut-être même plus organisationnelles. On va commencer, c'est pas compliqué. Vous avez en haut à droite un petit carré qui s'appelle « Poser une question ». Faut pas oublier d'ouvrir son micro. Je le sais, on a vu tous les élus de l'Assemblée nationale et aux communes à Ottawa se faire dire je pense que vous avez oublié d'ouvrir votre micro. Donc, vous avez le droit, mais quand même, je vous le rappelle, on a le droit d'ouvrir son micro aussi avant. Alors, je regarde ici en avant, j'essaie de voir est-ce qu'on a des questions. Peut-être pas encore, mais n'hésitez pas, on est là pour vous. Suzanne, je sais qu'une des choses qui vous préoccupe vraiment, c'est la contribution de nos collègues masculins. Donc, cette contribution, cette capacité de s'assurer, parce que j'aurais aimé ça, moi, en entendre aussi quelques-uns nous parler de leur campagne électorale. Comment on fait pour s'assurer qu'on métisse nos façons de faire? Bien, je pense que chacun a ce devoir-là. Et dont mes confrères maires, je pense qu'ils ont le devoir, actuellement, ils sont en recherche de candidats pour la prochaine élection. Ils ont le devoir de faire la recherche aussi de candidats. Et ne me dites pas que c'est plus difficile de convaincre une femme qu'un homme, messieurs, qui fait de la politique. Je suis convaincue que vous pouvez avoir tous les arguments nécessaires pour augmenter le nombre de femmes qui viennent en politique. On a des femmes talentueuses partout au Québec, dans toutes les régions. Alors, on a une question justement de Nathalie Boisclair. Nathalie qui va nous parler justement de ce que les gens de sa table ont discuté. Moi, je suis très curieuse de voir si ça s'est bien passé au niveau technologique aussi. C'est un peu particulier d'avoir ces tables-là. Alors, on attend Nathalie qui s'est inscrite pour poser la question parce que il faut partager, je pense, entre nous nos façons de faire. Il faut être en mesure d'échanger parce que c'est comme ça qu'on rend nos campagnes électorales meilleures. Puis avec la COVID, je dois dire qu'on va avoir besoin de se réinventer beaucoup, d'être capable de pouvoir repenser nos campagnes électorales. Est-ce que Nathalie est avec nous? J'attends. Non, pas encore. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Tiens, je vais aller avec vous, Maude. Justement, comment on fait pour repenser une campagne électorale dans un contexte où peut-être qu'on ne pourra pas se voir, on ne pourra pas se toucher? Je pense que c'est important de commencer encore plus tôt. La campagne est déjà commencée. Peut-être le meilleur conseil que tout le monde va vous donner, c'est de faire la liste de tous les leaders dans votre municipalité. Oui, c'est une bonne idée. On peut passer aux élus, pas aux élus, mais aux gens économiques, les chambres de commerce et tout ça qui viennent spontanément, mais tous les bénévoles, piliers qui font les campagnes de prise de sang, tout ça, les bazars. Faites la liste aussi des organismes communautaires, des commerçants. Toutes ces personnes-là, il faut commencer à les se présenter et être à l'écoute de leurs besoins. Les questions rentrent. Alors, Nathalie, qui n'a pas été en mesure de se brancher avec nous, a quand même une question assez prioritaire. C'est justement l'enjeu de la conciliation travail-famille. Est-ce que c'est pas un obstacle pour les femmes? Diane, vous avez parlé que vous êtes grand-maman, mais j'imagine que c'est quand même un enjeu avec lequel il faut être capable de travailler, qu'il faut être capable de faire le pont quand on veut être en mesure de faire campagne. Oui. La conciliation travail-famille, oui, c'est réalisable et j'aurais le goût, il me vient en tête parce que, sans parler de moi, si je parle plutôt d'une jeune conseillère qui a fait sa campagne pendant sa grossesse, wow, qui a été élue à 8 mois et quelques de grossesse, qui a été élue. Et que le petit bébé a fait partie de nos conseils pendant un temps, puis on se le passait. Ah, c'est extraordinaire. Elle en a eu un deuxième aussi, et c'est une jeune femme dynamique, impliquée, une femme d'affaires. Alors, pour dire que oui, c'est possible, ça ne devrait pas être une barrière. Et puis, il y a une ouverture aussi maintenant. Les bébés ont fait partie de plusieurs rencontres et au plaisir de tous.
C'est intéressant, Diane, parce que vous le dites, hein, il y a Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, là, qui justement est en élection actuellement, qui a eu un bébé en mandat, mais on va recevoir ensemble et on va pouvoir échanger avec Mme Marois. Je pense qu'elle a été une de celles qui a vraiment ouvert la voie dans ce sens-là. On va aller rejoindre Muriel Lafarge, qui est avec nous. J'ai très hâte de voir la question qu'elle aura et surtout comment ça s'est passé, comment les échanges sont arrivés. Alors, justement, bonjour. Bonjour, Muriel. Est-ce que vous avez ouvert votre micro, Muriel? Allô? C'est parfait. Alors, Muriel, justement, dites-nous comment ça s'est passé un peu, les échanges. Les échanges au niveau de la table 1, ça s'est très bien passé. On a été un petit peu surprise parce que ça a terminé le 10 minutes trop rapidement. Ah, le temps, hein? Oui. On n'a pas donc nommé de personnes responsables pour poser la question. Alors, j'ai osé le faire. Bien, ça, c'est bien oser, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, justement. Oser faire campagne, oser mettre sa face sur le poteau. Alors, allez-y. Alors, il y avait comme 2 questions qu'on n'a pas pu vraiment répondre. La première question, c'était au niveau de la recherche de finances. Dans un parti, on voit qu'il y a bien des règles et tout ça, mais quand on est indépendante, là, il y avait des questionnements à savoir à ce moment-là, comme candidate indépendante, toute la question de financement qui posait question. Et la deuxième question, c'était vraiment, oui, mais comment faire vraiment pour recruter effectivement les femmes? Quelles sont les différentes stratégies? Là, c'était la deuxième question du deuxième. Merci beaucoup, Muriel. On va aller voir justement Diane, parce que Diane, vous avez fait campagne comme indépendante. Donc, comment on fait au niveau du financement? Est-ce que les règles sont un peu particulières? Mais il y a des règles. Bon, on disait tantôt un maximum, ça, c'est un maximum qui était nommé de 200 $. Et puis, c'est sûr et certain que, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais le maximum admissible est selon, bien sûr, la taille aussi de la municipalité, le nombre de personnes. Alors, non, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une recherche personnelle de financement et il faut être bien entouré parce que, comme je disais, mes ambassadeurs et tout ça, mais c'est vraiment une recherche personnelle de financement et on est bien soutenu au niveau des règles. Tantôt, vous disiez l'importance de s'assurer de respecter et tout ça. Et on est bien soutenu, ça. C'est facile d'avoir l'information et de faire les bonnes choses au bon moment. Comment vous étiez soutenu? C'est important parce que de peut-être partager ces ressources-là. Bien, par exemple, on appelle on cherche son nom. Oui, c'est le directeur général des élections. Le directeur, c'est ça, oui. Bureau, c'est ça. Au niveau des greffes à la municipalité, les gens pouvaient appeler pour avoir les informations, s'assurer qu'on fait les bonnes choses au bon moment. Alors, je pense que c'est pas une barrière. C'est pas une barrière du tout. On avait une autre question qui était comment on fait pour recruter une femme. Je vais aller avec vous, Josée, qui avait eu à former une équipe. Il y avait des filles dans votre équipe. Comment vous les avez convaincues? Principalement, c'est à travers des rencontres. Exemple, quand on faisait des consultations citoyennes, souvent, les personnes qui étaient dans la salle venaient après la rencontre me voir pour me dire « La politique m'interpelle, j'aimerais ça qu'on se rencontre ». Alors, plusieurs belles rencontres là. Maud parlait tantôt de penser aux leaders dans différents domaines. On parle avec ces gens-là, on leur dit, est-ce que tu aurais quelqu'un qui représenterait tel secteur, tel domaine? Et on peut, c'est à penser ensemble. Hein? C'est pas ensemble qu'on construit une ville. Donc, en interpellant les gens du milieu, on a souvent de très belles suggestions, puis on va vers ces gens-là. Et là, oui, naturellement, le défi, c'est de convaincre. Mais je pense que le défi est tout aussi grand de convaincre une femme qu'un homme, parce qu'il faut le dire, s'engager en politique, c'est d'une certaine façon renoncer à une portion de notre vie privée. Oui. C'est de sortir de l'anonymat. Donc, oui, il y a un engagement, mais il y a également, je vous dirais, là, c'est plus que l'engagement d'offrir ces services. Il y a aussi d'une certaine façon, un renoncement. Alors, faut aller chercher des gens qui passent par-dessus ça, qui veulent faire la différence pour leur population. Merci beaucoup. On va rejoindre maintenant Annick Sangor, qui est pour une autre question. Bonjour, Annick. Bonjour.
Alors, vous avez discuté avec votre table. Est-ce que vous êtes la porte-parole de votre table? Vous portez une question pour nous? Effectivement. Alors, nous avons eu de belles discussions, mais le temps a été vraiment très court. Mais on a quand même une question. On retient ça. On va être mieux la prochaine fois. Parfait. En fait, on a une candidate, on a une participante qui a un nouveau parti politique et qui veut savoir comment travailler en synergie avec les candidats, mais aussi avec les membres du parti dans une campagne électorale. Parce que c'est beaucoup. Merci beaucoup. Puis je pense que ça va naturellement aussi vers Sylvie. On aurait pu aller vers Sylvie, vers Josée. Mais Sylvie, comment on fait, pour garder notre membership mobilisé? Comment on fait pour s'assurer que la vie de parti existe? Parce qu'au municipal, on le voit bien dans les structures québécoises, dans les structures pan-canadiennes, mais quand on parle d'une municipalité, des fois, on a l'impression que la vie de parti est un peu moindre. En fait, c'est drôle parce que la perception, c'est comme si entre deux élections, un parti municipal, ça n'a pas sa raison d'être. C'est très vrai. Oui, on va vous aider, mais on se revoit en 2021. Pour le moment, c'est comme s'ils ne réalisent pas à quel point c'est important de rester en contact avec nous, les membres d'un parti, moi, la chef du parti, pour justement pouvoir venir donner une impulsion. Parce que nous, on fait des soirées de financement, tout ça, et là, on se rend accessible pour justement être en mesure d'échanger avec ceux qui participent. Mais au-delà de ça, les membres, et on dirait que c'est ce petit côté-là là, de maintenir ça, il faut être vraiment, je dirais, rigoureux pour les interpeller tout au long des 4 ans. Donc, rester en contact, c'est ça, puis sentir qu'elles ont un lien. Merci beaucoup, Annick. Il y a une autre question qui vient justement des différentes tables de discussion, puis qui a peut-être un lien avec justement la capacité de garder nos membres engagés. C'est comment on crée un programme politique, comment justement on fait pour avoir un plan, des idées de campagne. Alors, il faut prioriser, mais il faut aussi aller puiser. Josée, vous avez parlé de consultation pendant votre présentation. Vous avez monté un programme politique ancré sur les besoins. Vous n'êtes pas arrivé d'en haut à dire ce dont vous aviez envie de jaser, mais c'est plus les gens de la population, je pense. Oui, effectivement, on est arrivé, on a tenu des séances dans notre autre vie, avant mars 2020. Oui, c'est ça. Maintenant, il faut tenir des séances en Zoom. On fait des Zooms. Oui, c'est ce qu'on va devoir faire maintenant, mais on était vraiment, on avait prévu des soirées dans les 3 arrondissements. Nous, on a 3 arrondissements à Ville-de-Saguenay. Donc, on interpellait les gens à venir nous rencontrer. Il y avait des grands thèmes sur lesquels on permettait aux gens de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils attendaient de la ville en matière d'infrastructure, en matière de loisirs, en matière de services à la famille, en matière de déneigement. C'est tous les services de proximité que l'on touche. Alors, Suzanne le disait bien, nous, on est dans la vie des gens dans tous les jours. C'est ça. C'était la meilleure façon. Et il y a aussi, on avait fait 2 pré-consultations, on va dire, budgétaires pour suggérer à l'ancienne administration quelques avenues, même si on savait qu'on n'aurait pas droit au chapitre. Mais tout ça, ça nous a amené à amalgamer des éléments de programme qu'on avait pris la peine de prendre les adresses courriels de tout le monde et on est retourné auprès d'eux en leur demandant si on a bien compris, c'est ce que vous nous demandez. Wow. Et les gens ont fait un suivi. Les gens ont dit oui, c'est ce qu'on veut. Donc, on est allé de l'avant avec ça. On a présenté ça aux membres du parti et oui, je rejoins Sylvie, très important. Oui, un parti, ça devient en dormance, un peu en dormance, mais ils sont là, ils sont derrière nous. Nous, on est une fois par semaine avec le parti en caucus et c'est important c'est vraiment grâce à ces gens-là qu'on arrive à préparer une élection et à faire en sorte que on rende, je vous dirais, là, on permette à cette élection-là d'avoir les vrais débats.
Ben, je pense que c'est un très, très bon conseil. La prochaine question vient de Marie-Noël et elle dit, récemment, on a entendu des gens parler de sexisme en politique municipale et là, elle demande, est-ce que vous êtes d'accord avec ces élus-là qui voient justement des enjeux de sexisme et comment faire pour changer les choses? Oui, ben, j'ai envie de dire que malheureusement, le sexisme, ce n'est pas qu'en politique municipale. Non. Il y en a encore dans nos sociétés. Et plus nous serons nombreuses, plus nous serons présentes, plus nous pourrons changer que par la force du nombre en partant ces attitudes sexistes. Moi, je suis une vieille élue, ça va faire 25 ans bientôt, et je peux vous dire que je n'entends pas aujourd'hui le même niveau de vocabulaire que j'entendais il y a 25 ans. Il y a des choses qui ont changé quand même. Les choses ont énormément changé, mais il reste du chemin à faire. Alors, j'ai envie de vous dire, embarquons dans le bateau et ensemble, on va pouvoir le faire virer. Bien, je pense que c'est vraiment ça, il y a quelque chose dans la masse critique. Il y a une question qui vient de Mme Baudette. Bonjour. Ah, encore, il faut ouvrir son micro? Oui, désolée. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Alors, votre question pour votre table? Bien, dans le fond, je n'étais pas le porte-parole non plus. Pour nous aussi, ça a été vite. J'ai vu lors des formations avec l'UMQ où est-ce qu'on nous disait il reste 2 minutes ou 3 minutes. Ça nous donnait le temps de dire hey, c'est toi qui vas parler ou quoi que ce soit. La prochaine fois, on fait ça. Il y a quelqu'un qui était à son compte, qui est entrepreneur. On sait que de plus en plus aujourd'hui, on a beaucoup de travailleurs autonomes qui se posaient la question comment que ça peut se concilier un rôle de conseiller, conseillère et le rôle de son travail d'être entrepreneur. Et l'autre question, c'est comment faire pour des fois, on a des gens qui ont toutes les aptitudes et se deviennent un peu blasés avec tout ce qu'ils entendent dans les médias et tout ça. Ils font moins confiance à l'appel politique en se disant, ben, je veux pas avoir l'étiquette d'être comme ça ou d'être confronté, mais il me semble que ça a l'air bien négatif, le milieu. Fait que je voulais ramener les 2 points parce que c'était deux belles relèves qui étaient autour de notre table, puis ça serait fun de vous entendre à ce sujet-là. Bien, c'est très gentil parce qu'effectivement, c'est une très bonne question, particulièrement quand on veut faire nos premiers pas, être conseillère municipale et qu'on a un travail, comment, parce qu'on a parlé de conciliation travail-famille, mais là, on parle de conciliation travail, famille, politique. Alors, Sylvie, je pense que ça vous interpelle. Oui, en fait, ce que j'ai le goût de dire pour répondre aussi à la première question qui avait été posée pour la conciliation travail-famille, la beauté de la chose en politique municipale, c'est qu'on dort à la maison. On revient à la maison. Tellement. Et les horaires d'une conseillère municipale ou d'une mairesse sont souvent, je dirais, atypiques. Donc, c'est pas du 9 à 5 ou du 8 à 4, c'est pas ça du tout. Alors, on peut aménager notre horaire. On le sait, comment est-ce que c'est facile d'organiser pour nous. Donc, c'est facile de jumeler. Il y en a même qui travaillent à temps plein puis qui sont conseillers ou conseillères municipales. Ça se fait, ça aussi. Ça dépend toujours du degré d'implication que tu veux avoir dans ta municipalité. Mais c'est conciliable. Les emplois sont conciliables et la famille, c'est conciliable. Ah ben, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, si on compare aux collègues qui doivent siéger à Québec, qui doivent être au Parlement à Ottawa, la vie au municipal, ben on le dit, hein, c'est des gouvernements de proximité. Donc, il y a cette facilité-là. L'autre question qu'on avait, c'était celle sur le cynisme, dans le fond. Hein? Comment on fait pour battre un peu ce cynisme-là, puis quand même avoir le goût de changer les choses? Suzanne, vous parliez de sexisme tantôt. Je pense que la réponse est un peu à la même place. Hein? C'est de dire qu'on peut faire partie de la solution. On peut faire partie de la solution et on doit faire connaître le rôle des élus. Quand on connaît bien où on peut intervenir, parce que quand les gens veulent aller en politique, c'est parce qu'ils veulent changer des choses. Oui. Généralement, c'est pas pour maintenir le petit statu quo. Alors, généralement, on veut changer des choses, on veut améliorer la qualité de vie. Alors, en expliquant ça, c'est la meilleure façon de convaincre et de combattre le cynisme. Quel est le rôle exact du maire, de la mairesse, du conseiller, de la conseillère? Là, je pense que ça peut donner le goût de faire le saut. Malgré le cynisme, là, on ne peut pas dire qu'on se trouve à la tête des emplois les plus populaires ou les plus aimés, malheureusement.
mais si on y va pour les bonnes raisons, et je vous dirais dans 99,9999%, les gens sont là pour les bonnes raisons. Ah, c'est tellement ça. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de trouver les modèles qui nous inspirent. Puis oui, moi, je pense que l'idéalisme a encore sa place, puis on a le droit d'être idéaliste. Puis c'est vrai que les sondages sont parfois décevants quand on fait, là, justement, les emplois les plus admirés. Bien, c'est les infirmières, c'est les médecins qui sont en haut. Nos élus sont bien en bas, mais ça ne veut pas dire que leur travail n'est pas essentiel, et au contraire. Hein? Fait que je pense que c'est à chacun de faire un peu son bout de chemin là-dessus. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions. Je pense que c'est tout ce qu'on a. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, ça va bien. Moi, j'ai envie, on approche déjà de la fin. C'est vrai que ça a été comme un tourbillon. Ça a été super vite. Si vous aviez chacune un conseil à donner à ces femmes qui sont avec nous, puis même ces hommes, parce que vous avez cette expérience de campagne-là, et là, évidemment, on va avoir une campagne peut-être COVID, donc il faut aussi entreprendre ça avec un autre état d'esprit. Josée, quel conseil vous donneriez aux gens qui vont entreprendre la prochaine campagne? Je partagerai mon expérience. Je suis une maman de 5 enfants. J'ai toujours travaillé. Je suis comptable d'entreprise. Alors, mais je dirais, en 2000, les gens me disaient, Josée, tu devrais y aller. Tu devrais te lancer. On t'y voit. Et je leur disais, bon, j'ai des choses à vivre avant d'arriver là. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, rendu où je suis rendue, le seul conseil que je peux dire aux gens, si vous avez un rêve, si vous vous y voyez, si vous voulez changer les choses, que vous voulez vous impliquer, lancez-vous, faites-vous confiance. Vous l'avez dit tantôt, on en avait parlé au début, hein, j'avais écrit « Rester authentique ». C'est ça. Pour moi, c'est quelque chose, si tu ne le fais pas, dis-toi que, juste se poser la question, si je ne vais pas, est-ce que je vais le regretter? Je pense que la réponse, elle vient rapidement comme femme. Impliquez-vous, vous êtes capable. Bien, merci. Oui, c'est ça. Poursuivre ses rêves et en toute authenticité, je trouve ça magnifique. Sylvie? En fait, ce que j'aurais le goût de dire, c'est écouter votre petite voix intérieure. Celles qui sont là aujourd'hui, là, si vous sentez que vous avez un appel, faites-vous confiance. Prenez votre place, puis allez voir des conseillers municipaux, des conseillères qui sont déjà là, des mairesses. Appelez-nous. On va vous expliquer c'est quoi le rôle, c'est quoi que ça implique. Puis, j'ai tellement le goût de vous dire, si vous avez cette petite voix-là qui vous interpelle, là, ben c'est parce que vous avez le goût de vous lancer, puis go, faites-le. Ah, ben oui, c'est ça. Écoutez ces voix intérieures. Diane? Je vais avoir l'air de répéter, là. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'on peut... Un message, là, on le dit, hein, on a le droit de le répéter plusieurs fois avant que ça rentre. Comme Josée disait tantôt rapidement, souvent, les gens autour de nous voient déjà là, puis nous, ah oui, tu crois? Ben oui, je te vois là, pourquoi pas toi, mairesse? Alors, oui, se faire confiance et suivre son instinct. Puis, je dirais que l'événement d'aujourd'hui est d'autant plus important parce qu'on a besoin justement de modèles et d'entendre que c'est possible et tout ça. Moi, je voudrais juste dire que j'ai été conseillère municipale lorsque j'ai connu Suzanne Roy. Et Suzanne Roy, c'est mon modèle. Wow. Tu as fait en sorte que je suis mairesse. Parce que j'ai dit, non, mais il faut le dire. C'est comme ça. Oui, puis c'est important de trouver ces modèles puis de les nommer. Puis je pense que ça donne envie d'inspirer davantage puis de donner au suivant. Absolument. Extraordinaire, Suzanne. Quand on est un modèle, on dit quoi? Qu'on donne quoi comme conseil? Ça me touche beaucoup parce que Diane, elle a des qualités que je ne possède pas. Hein. Elle est d'un calme olympien. Puis je l'écoutais cette semaine dans les médias, puis je me disais, ah mon Dieu, que j'aimerais ça avoir ce calme-là. Moi qui est plutôt énervée presque à certains moments. Alors elle est... Ça, c'est bien fait. Je veux juste dire ça. Non, mais elle est elle-même. Oui, mais c'est ça. Mais vous êtes toutes vous-même avec vos qualités. Hein? Vous avez toutes des belles qualités. Je pense que vous êtes là aussi pour ça. Les citoyens vous ont choisi aussi pour ça. Mais j'ai envie de dire aux femmes, surtout, vous avez déjà ce qu'il faut pour y aller.
Marie l'a mentionné en début de rencontre, on veut être surqualifié. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur, avocat, comptable, architecte, urbaniste, tout ça en même temps. Ils sont payés, ils sont dans l'hôtel de ville, ces gens-là, et ils pourront vous faire des suggestions. Et votre gros bon sens, votre vécu, puis ce que vous êtes, va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Ah, ça, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut être tout ça, puis connaître tout ça, puis être spécialiste en tout, puis en travaux publics et en bien d'autres choses. Et il y a des gens, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des gens pour nous conseiller. On n'est pas seul. On peut parfois se sentir seul en haut, mais on n'est pas seul et il faut parfois tendre la main. Maude? De prendre plaisir. Je pense que ça, on n'en parle pas assez souvent parce qu'on parle toujours des obstacles pour les femmes et tout ça. Ça existe, on le sait, mais la décision la plus difficile, c'est de se porter candidate. Après ça, là, c'est un feu roulant. On a du plaisir. C'est passionnant, le monde municipal. On est toujours en train d'apprendre. On crée des réseaux incroyables et on peut changer le monde. Si on trouve que le monde est trop sexiste, bien, il faut s'impliquer pour que ça change. Si on veut qu'il y ait plus de transparence, bien, il faut s'impliquer pour que ça change. Puis ça donne un sens à nos vies. Donc, voilà. C'est sûr qu'on va revoir toutes ces femmes-là à la prochaine campagne électorale parce qu'elles sont passionnées. Exactement. Vous avez été 5 femmes modèles, 5 femmes qui nous ont inspirées pendant cette dernière heure. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Merci de votre service public parce que les gens vont parfois vous dire ça aussi. On peut être pour, on peut être contre, mais on ne peut que dire merci à ces gens qui décident de servir. Et je pense que c'est Josée qui disait, on donne un peu de notre vie privée, de notre vie personnelle. C'est aussi ça, mais il y a tellement de gratifications qui viennent aussi avec, dans cette capacité, comme Maud le disait, de changer les choses, de faire en sorte qu'on améliore le quotidien de nos concitoyens. Et on va parler à notre prochain rendez-vous, qui est en novembre prochain, le 6 novembre prochain. On va parler de l'exercice du pouvoir. Là, on a parlé de comment faire pour s'y rendre, et là, on va parler de l'exercice du pouvoir avec une femme qui l'a connue. Je dirais, c'est probablement celle qui a occupé le plus de ministères au Québec et elle a occupé aussi la première place, celle de première ministre. On sera avec Pauline Marois. Un échange très intimiste après justement qu'elle ait eu la chance de réfléchir parce qu'elle vient de produire sa biographie. C'est quand même pas rien. Puis c'est un retour sur ce qu'on fait, de faire une biographie. Donc, on va regarder avec elle son chemin vers le pouvoir, mais aussi l'exercice du pouvoir. Suzanne y faisait référence, on n'est pas seul. Quand on est là, il y a des gens pour nous entourer. Comment on fait pour assumer ce leadership-là, prendre les décisions et passer justement à l'action, être en mesure de changer les choses concrètement pour les gens pour lesquels on a envie de servir. Alors, j'espère que ce sera un rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre-là. Je retiens qu'on laissera plus d'échanges la prochaine fois entre vous parce que vous avez encore beaucoup de choses à partager. Alors, je vous souhaite justement une bonne campagne, que peut-être qu'elle va commencer très bientôt parce que quand on commence une campagne électorale, bien, justement, on met les choses en place, on y réfléchit. Donc, si la réflexion est partie, vous êtes déjà en campagne. Bonne campagne, à la prochaine.